Alors oui, le jour J, dès qu'il y a eu la préparation, le sac, le dossard, ça y est, là moi je me voyais prendre un départ depuis longtemps. Qu'est-ce que je vaux, comment je vais me placer, comment je vais gérer mon effort. Je vais partir comme ça, et j'avais tout planifié comme je fais habituellement. Et en fait, grosse erreur. La navigation, c'est pas avec 1 heure et demie de tests, de tentatives que je suis toujours aussi têtue. Et quand je suis persuadée que oh tiens, cette trajectoire-là, oh mais il est sympa ce sentier ou ce semblant de sentier, je suis sûre que c'est par là. Je m'auto-persuadais toute seule et en fait, je me suis très rapidement perdue. Et là, je me suis dit non mais ça va pas aller. En fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est complètement à côté de la plaque. Je me suis dit, ça fait 3-4 jours que t'es avec des personnes fabuleuses et puis là, tu vas partir toute seule dans ta bulle. J'étais même pas sûre que je voulais de ça. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Manon Bohard, qu'il me tenait à cœur de recevoir depuis plusieurs mois. Athlète de haut niveau, Manon s'est construit à la vitesse grand V un solide palmarès en trail, riche de promesses pour les mois et les années à venir, avec notamment une participation au championnat du monde de trail en Thaïlande, prévu en fin d'année 2022. Manon a tout particulièrement marqué les esprits cet été en signant une retentissante et incontestée victoire sur les 145 km de la TDS dans le cadre de l'UTMB. En marge de son activité sportive, Manon est également une diététicienne nutritionniste accomplie, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qu'elle ne va pas manquer d'évoquer avec nous dans cet épisode. Manon va nous faire vivre aujourd'hui la première édition du Trek au Cap-Vert, un ultra-trail de 115 km qui s'est tenu en mai dernier, à l'heure où l'espoir renaissait de voir les courses redémarrer après de très longs mois de confinement. Manon va nous faire vivre aujourd'hui la première édition du Trek Cabo Verde, un ultra-trail de 115 km qui s'est tenu au Cap-Vert en mai dernier, à l'heure où l'espoir renaissait de voir les courses redémarrer après de longs mois de confinement. Cette course en autonavigation et en autosuffisance alimentaire s'est tenue sur l'île de Santo Antão, dans un cadre aussi éblouissant que délicat à appréhender. Une course qui a été riche de rebondissements et de montées en tension, sur un tracé avec lequel Manon et l'ensemble des coureurs ont pris beaucoup de liberté, à leur insu. Mais je ne vous en dis pas plus, Manon va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Accord perdu. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Manon, bienvenue dans ce 57e épisode de Course épique. C'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec toi, d'autant plus que tu vas nous faire voyager aujourd'hui dans des horizons lointains ensoleillés, dont on a quand même pas mal envie en ce moment. Salut Guillaume, écoute, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir en tout cas d'être du côté de l'invité et ça change un peu du côté de lecteur, en tout cas d'auditeur. Et puis oui, j'espère aussi voyager avec toi puisque ici on arrive dans l'hiver et ça va être la période avec un peu moins de soleil, mais tout aussi sympa à vivre de notre côté. Manon, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, alors moi c'est donc Manon Bohard, Caillé. Je le dis pas souvent, mais oui, je suis mariée, j'ai 2 noms de famille, mais on me connaît plutôt sous le nom de Bohard, avec une famille dans le milieu du ski et du trail qui est assez connu. Donc moi j'ai 30 ans, je suis bisontine. Enfin, on a acheté une maison maintenant un petit peu à côté de Besançon, donc une vingtaine de minutes de Besançon. Donc ça veut pas dire que tu as un bison, hein, ça veut bien dire que tu habites Besançon, c'est ça? Bisontine, c'est la population de Besançon. Et puis là on s'est mis un petit peu à la campagne, mais on travaille tous deux toujours sur Besançon. Donc moi je suis diététicienne nutritionniste et je suis spécialisée dans l'obésité pédiatrique. Donc je suis coordinatrice dans un réseau de soins et de prise en charge en fait de situations d'obésité complexes et aussi de prévention. Donc je m'éclate en tout cas dans ce que je fais. Et puis depuis maintenant 2-3 ans, je pratique le trail avec un petit peu plus avec un peu plus d'assiduité à plus haut niveau et
je m'éclate aussi dans ces deux milieux que sont la nutrition autour du sport santé, on va dire, c'est un peu ça. Et puis aussi nutrition sportive et puis préparation physique et tout ce qui touche en fait au haut niveau. Donc c'est super. Une vie bien remplie. Une vie parfaitement heureuse et équilibrée. Ouais, on fait comme on peut, mais ouais, concilier les deux, c'est pas toujours simple, mais je fais pour trouver un équilibre en fait dans tout ça, et c'est très épanouissant en tout cas. Et en plus, t'as même le temps de faire des podcasts, c'est sympa. Et j'ai le temps de faire des podcasts, ouais. Et du coup j'ai une famille aussi qui est quand même très présente, du côté autour de moi, et j'ai du coup un grand frère qui est médecin infectiologue et là qui est en Guyane, et puis des parents qui tiennent une auberge pas très loin de Besançon, avec un papa qui fait beaucoup de courses à pied sur ses temps perdus. Donc voilà, c'est un peu et qui excelle quand même dans le domaine, on peut le dire. Complètement, ouais, c'est tout à fait ça. Le sport, Manon, il a trouvé très tôt une place assez centrale dans ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado? C'était quoi tes sports de prédilection quand tu as démarré tes tout premiers pas dans le sport? C'était à quel âge? Et puis qu'est-ce que t'as pris le plus de plaisir à pratiquer quand tu as été jeune? Oui, c'est vrai que moi j'ai toujours été sportive, même pendant mes études, j'ai toujours pratiqué. Je comptais plutôt les jours sans sport. Il y en a pas beaucoup, en tout cas, depuis mon enfance. Donc moi je suis née dans un environnement, on va dire, de moyenne montagne, donc et puis dans un tout petit hameau. Donc on allait en fait à pied à l'école ou en ski de fond l'hiver. On courait, nous nos passe-temps c'était de courir en fait dehors. Donc très vite, en tout cas j'étais quelqu'un d'active, en tout cas sportive. Et puis j'ai vite pris goût en fait au club, à la compétition. Donc j'ai pratiqué en fait le ski de fond. Très vite, nous on est presque avec des skis aux pieds dans le Jura. Et puis du judo. Alors ça c'est aussi très, je retrouvais beaucoup de valeurs, beaucoup de choses très positives. T'es née avec un kimono aussi? T'avais des skis aux pieds et un kimono sur le corps? Ouais, alors je suis pas née avec un kimono parce que c'est quand même pas vraiment dans l'esprit un petit peu dans mon éducation et puis ma famille au départ, mais c'est vraiment un sport qui m'a portée. Et en tout cas, ado, je vivais judo, je dormais judo, je mangeais judo. Enfin, c'était vraiment mon sport de prédilection. L'été, je faisais du judo. L'hiver, je faisais du judo et du ski de fond. Et je trouvais déjà beaucoup de plaisir, en tout cas, dans la préparation à la compétition et aussi à la course à pied à ce moment-là, parce que ça faisait partie un petit peu de ma préparation physique. Donc, voilà. Et puis, le judo, c'est quand même un sport qui est très complet, et qui est aussi très très beau dans l'aspect on va dire valeur et puis équilibre de vie, donc c'est aussi ça qui m'a porté. Et puis après très vite j'ai arrêté le judo parce que je me suis arraché un ligament en compétition, un ligament de la main, donc c'est sûr que quand on peut plus prendre la garde, c'est compliqué. Et du coup j'ai gardé le ski et puis la course à pied parce que j'aimais vraiment ça. Au départ, la course à pied, c'était pour rester au poids, comme on dit dans le judo. C'était rester, dans la catégorie de poids qui était définie. Et moi, c'était. T'avais quel âge à l'époque, maintenant? Eh ben, j'avais entre 14 et 19 ans. J'ai fait vraiment beaucoup de judo, et j'ai fait aussi beaucoup de régimes, beaucoup de footing à jeun ou avec des kawaii et compagnie. Donc c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à la nutrition, parce que c'était à ce moment-là catastrophique, autant sur on va dire dans l'entourage, en tout cas, les gens qui nous accompagnaient, parce que moi je faisais quand même des compétitions au niveau national, quand même. J'avais un bon niveau. Et autant sur moi-même, ma pratique, c'était assez catastrophique, en tant qu'adolescente, d'avoir un mode de vie, on va dire pas forcément suffisant au niveau des apports alimentaires, et avec des diètes un petit peu drastiques. Et puis la course à pied, je l'ai connue au départ comme ça, mais c'était un vrai échappatoire pour moi. Et du coup, c'est devenu un sport qui m'a rééquilibré dans l'autre sens, plus tard, quand j'ai aussi appris à bien me nourrir, et puis à bien prendre soin de son corps pour la performance, mais pas que. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que la course à pied t'apportait, que les autres sports t'apportaient pas, ou en tout cas pas autant? Est-ce que c'est justement cette dimension un peu fonctionnelle, ou en tout cas pour toi, pour l'histoire d'équilibre, ou est-ce qu'il y a quand même une notion de plaisir qui a été assez vite présente?
C'est vrai que je vais être franche, hein, au départ c'était vraiment, enfin moi je connais personne qui fondamentalement aime aller courir. Hein. Au départ, hein, je le dis bien, c'est toujours au départ difficile. On retrouve du plaisir peut-être après les premières sorties, mais pas forcément pendant, parce que c'est pas forcément physiologique au départ. Hein. Et puis, moi au départ, c'était vraiment pour garder la forme, pour travailler le cardio, et puis pour cette histoire de gestion pondérale. Hein, et en fait, très rapidement, ça a été un moyen de se rapprocher de la nature, de faire des jolies sorties avec mon papa, hein, très vite aussi, parce que lui, mon adolescence, lui, c'était le début un petit peu de la compétition, le début du trail aussi pour lui, donc ça a été assez concomitant, hein, ces périodes. Et puis, c'était un peu l'excuse pour passer du temps avec lui, et puis des bons moments aussi dans la nature, avec le chien, avec mon père, et à découvrir un petit peu les sentiers autour de chez nous. Et en fait, ça a vite pris le tout en fait. Enfin, ça a été ma pratique de prédilection très rapidement. Donc je savais pas que je faisais du trail, hein, à l'époque. Enfin, j'allais plutôt courir, faire des footings comme on dit, dans les bois plus que sur la route, parce que c'est plutôt ça qui me bottait. Et puis maintenant j'y trouve un réel plaisir et un vrai besoin en fait. Hein. C'est un petit peu mon sas à moi, c'est très égoïste, mais c'est un peu le sas de décompression ou le moyen aussi c'est un moyen de transport, c'est un moyen de bouger par tous les temps et par toutes les humeurs, qu'on soit content, stressé, un petit peu triste. Enfin, moi je trouve que ça fait partie de mon équilibre émotionnel, mais mon équilibre de vie aussi. Donc il y a pas une journée presque sans que je cours maintenant. Donc c'était vraiment un sport passion. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premières expériences en compétition? Comment est-ce que tu vivais ça à la compète? Est-ce que c'était pour toi une source de motivation additionnelle? Est-ce que c'était au contraire une pression à laquelle tu goûtais pas particulièrement? Est-ce que ça a changé des choses pour toi? On parle de la course à pied, peut-être tes premiers pas sur des courses officielles, mais plus généralement ton rapport à la compétition plus jeune. Est-ce que pour toi ça te donnait vraiment envie de te dépasser? Est-ce que ça te tétanisait? C'était quoi l'effet produit sur toi? Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu un esprit de compétition, mais j'ai toujours eu très peu confiance en moi, donc en fait ça a toujours été quand même une bonne charge de stress avant. En fait les départs, hein, c'est très compliqué. Ça a toujours été très compliqué quand j'étais petite, hein, minime, cadette, junior, à n'importe quel moment, ou même sur l'entrée d'un tatami, hein, j'ai toujours été morte de stress. Il y en a qui me disent ça se voit pas, mais alors franchement je me demande comment c'est possible, parce que ça transpire quoi. Et ça c'est vraiment mon rapport à moi, à mon estime et ma confiance. Hein. J'ai quand même pas, je pense que j'ai pas beaucoup décollé en termes de confiance malgré tout ce qui m'arrive de beau aujourd'hui. Je pense que c'est aussi beaucoup avec tout le travail, hein, que je vois pas forcément moi accompli, mais l'ego, on va dire, la confiance, elle est toujours un petit peu à râler pâquerette malheureusement. Et à cette période-là, on va dire que les premiers dossards, c'était peut-être aussi quelque part un petit peu pour exister au sein de ma famille, et puis prouver des choses, hein. Alors peut-être je dis que c'était pour prouver un petit peu à mes parents ou à mes proches, mais en fait je pense que c'était avant tout de me prouver à moi-même que j'étais aussi capable, hein, de réussir. Et pendant la course ou pendant les compétitions, très vite je m'évadais, et c'était du plaisir en fait pur, hein, de se confronter à soi, hein, jamais aux autres, hein, mais à soi. Malgré tout, le judo quand même, tu te retrouves en face d'un partenaire, hein, donc c'est quand même pas simple. Donc ça te forge quand même un mental, et il y a une vraie rivalité quand même, hein. Il peut y avoir aussi des adversaires très teigneux, hein. Alors moi j'ai l'esprit de compétition, mais je suis hyper fair-play et j'écraserai jamais mes adversaires ou rabaisser mes adversaires, mais il y avait certains esprits de compétition, je pense que c'est pas tout à fait les mêmes, et j'avais pas cette hargne en tout cas pour aller peut-être des fois jusqu'au bout des choses. La victoire, mais pas à tout prix. Voilà, pas à tout prix. Non, clairement, et c'était plus dans un moyen un petit peu de vivre un petit peu ces grandes ambiances, ces grands événements. Et puis les premiers dossards vraiment de trail, c'était très tard, hein. Même si non, c'est pas tout à fait juste en fait. J'ai mis des dossards j'ai fait pas mal de cross au départ au collège, parce qu'en fait on me poussait en fait à courir parce que j'avais quand même un bon niveau, et moi les crosses vraiment j'aimais pas ça. Enfin, c'était un effort qui est pour moi hyper violent, hyper rapide, et j'avais souvent envie de courir encore après.
Donc comme quoi, je m'étais peut-être pas mis dans le rouge, je m'étais peut-être pas donné à 100%, mais surtout c'était pas la vitesse, c'était pas fait pour moi. Et puis c'était très particulier les départs de cross. Donc déjà plutôt dans des volontés d'aller sur des courses un petit peu plus en endurance, déjà un peu à la limite de peut-être des distances qui étaient pour mon âge. En ski c'était pareil, hein, j'aimais bien les plus longues distances. Et puis les premiers dossards de trail, c'était à mes 18 ans quand j'ai arrêté le judo. À cause de ma blessure, et j'avais des petits soucis de psoas à cette époque-là, donc pareil, hein, là je m'étais dit non, en fait je pense que la compétition c'est pas pour toi, ton corps il est peut-être pas assez costaud, pas assez. J'avais aussi pas mal de soucis alimentaires à cause de judo à ce moment-là, et comme je te dis, hein, c'est pas pour rien que je me suis intéressée à la nutrition. Donc je me sentais pas assez robuste, et j'ai mis les dossards de côté pour juste prendre du plaisir dans ma pratique, et j'y suis revenue sur le tard il y a 3-4 ans avec un corps complètement beaucoup plus sain, en tout cas plus soigné, et l'envie de retrouver un petit peu cette ambiance et ce goût de l'effort et ce goût du dossard en tout cas. Et donc justement, ces courses, c'est des formats, enfin en tout cas l'essentiel des courses que tu fais aujourd'hui, c'est des formats assez longs, voire très longs. Est-ce que tu as très vite eu le sentiment que tu allais te frotter à ce type de distance, ou est-ce que c'est progressivement, c'est une évolution course après course, où tu as voulu un peu repousser plus loin les limites jusqu'à arriver à des formats aujourd'hui de plus de 100 km sur lesquels tu t'exprimes et sur lesquels tu prends beaucoup de plaisir aujourd'hui? Est-ce que ça a été finalement une surprise pour toi de te retrouver aujourd'hui sur ces distances, ou est-ce que c'était une trajectoire qui était plus ou moins écrite? Je dirais que maintenant, avec du recul et avec l'éducation que j'ai eue, hein, parce que les randonnées en montagne quand t'as 6-8 ans, où tu fais 30-35 km par jour, ou à La Réunion, on allait déjà porter le sac à dos avec mon frère alors qu'on était tout petit, sans vraiment avoir de repas dans le sac ou de points de chute bien définis. Enfin, c'est vrai que la notion d'effort pour mon père, c'est pas toujours simple, mais en même temps, on a pris beaucoup de plaisir dans ce mode éducatif-là. Et je pense que maintenant, avec du recul, je pense que je me suis forgé quand même un corps qui était fait pour la longue distance. Mais non, ça s'est fait vraiment par étapes en fait, hein, parce que moi, mes premiers dossards, c'était des 20-25 km. Et puis très vite, en fait, je me sentais à l'aise sur des formats comme ça. Et j'ai voulu faire un 50, après un 70, et après un 90. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était ça qui me plaisait. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, il y a une gestion qui est complètement différente, et puis t'as vraiment le temps d'apprécier ton effort, ton pays, le paysage dans lequel t'évolues. Tu passes par plein de péripéties, parce que je suis aussi bien connue pour les péripéties, les anecdotes. Hein. Et puis tu profites vraiment. Enfin vraiment, je crois qu'il y a. Je me rappelle d'une amie sur des stages de trail que j'avais. Alors moi, j'accompagnais en fait il y a 4 ans, 5 ans, des stagiaires sur l'aspect nutrition. Et maintenant, en fait, je les accompagne sur l'aspect nutrition, mais pas que, hein, aussi en tant qu'athlète. Et ces stages, je pratiquais pas à ce moment-là. Et j'ai une amie, en fait, qui est venue sur les premiers stages de trail et qui maintenant me dit, tu sais qu'il y a 4-5 ans en arrière, tu me disais la TDS, mais jamais je pourrais. La TDS, c'est impossible. Et parce que mon père avait, c'était les périodes où c'était dans son palmarès, et ça me paraissait impossible. Un tour des géants, ça me paraît impossible aujourd'hui, mais je dis plus jamais, parce que, il y a 4-5 ans en arrière, faire 150 km, 170 km, ça me paraissait juste ahurissant. Puis, comme quoi faut pas se mettre de limites. Et c'est quand même vraiment là, dans des efforts de 24 heures, de ce type que je me sens le mieux. Donc, Je suis pas une gazelle, je suis plutôt un diesel, mais avec quand même une sensation de vitesse. Hein. Je veux pas me transformer en randonneuse, mais ça me convient bien comme ça pour l'instant. En tout cas, on verra ce que ça donne par la suite. Je veux pas brûler les étapes en tout cas. Pour reparler des TDS justement, sur laquelle donc tu t'es particulièrement illustré l'été dernier en signant une magnifique victoire lors de cette édition qui a malheureusement été tragiquement endeuillée. Puis tu l'as évoqué, ton papa l'a gagné, je crois, 12 ans avant, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a, selon toi, tel que tu le vois et tu le ressens a posteriori aujourd'hui, est-ce qu'il y a un avant et un après TDS, que ce soit à la fois dans la prise de conscience de ton potentiel et sur ta confiance? Tu as un peu répondu à demi-mot tout à l'heure, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont changé aussi dans le regard que le monde du trail peut te porter, peut-être plus généralement? Est-ce qu'il y a un avant et après TDS? Eh ben oui, quand même, il y a un avant, un après. Hein. Donc après, je sais pas si je le vois d'un œil
positif. En tout cas, sur la communication et le regard des gens, c'est vrai que bon, c'est différent. Parce qu'à chaque fois que je peux dire je me sens pas trop en forme en ce moment, ou c'est il faut repartir dans les entraînements, c'est pas facile, c'est voilà, on vit des périodes aussi en tant qu'athlète pas simples, hein, surtout pour rebondir après une victoire comme ça, parce que ça a été quand même beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures de préparation, et derrière la saison a été longue, et on me dit mais t'as gagné la TDS, donc c'est comme si tout était acquis, quoi. C'est loin d'être le cas. Et puis alors moi, sur mon potentiel, mais pas du tout. Enfin, franchement, c'est une course qui s'est tellement bien passée. Ça a été 24 heures. Moi, j'ai l'impression que c'est passé, mais en quelques heures seulement. Et puis, je me suis pas du tout mis dans une zone, dans le rouge, parce que au final, je me suis cantonnée à ce que j'avais prévu de faire, et en fait, le plan a très bien fonctionné. Donc, j'ai même pas eu besoin d'accélérer ou d'aller chercher un peu plus loin, donc c'était assez confortable, mais mon potentiel, je dirais que j'ai peut-être un potentiel du coup qui est encore bien caché et qui a pas été à ce moment-là attaqué, ou je suis pas l'épuiser dans ce potentiel-là, donc j'espère en tout cas que ça me préserve que des bonnes choses pour la suite. Ça promet de belles courses à l'avenir. J'espère, ouais, j'espère en tout cas. Mais oui, dans le regard des gens, oui, c'est sûr que c'est comme ça. Faut accepter, et puis faut surtout pas se mettre la pression pour la suite, parce que c'est ça le plus dur, je pense. Petite pause autodiagnostic, Manon. Prends un petit miroir et regarde-toi dedans avec le plus d'honnêteté possible. Est-ce que tu penses être aujourd'hui tes points forts, à la fois d'un point de vue physique et mental, et puis les choses sur lesquelles tu vois des améliorations, qui sont un peu les chantiers sur peut-être les prochains mois et les prochaines années, que tu as envie d'entreprendre ou pas d'ailleurs comme chantier, mais en tout cas, comment est-ce que tu t'auto-diagnostiquerais? Oh si, oui, je suis quand même, je pense que je suis capable de ça aujourd'hui maintenant. Mes points forts, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même très très déterminé, si on peut pas dire têtu, mais très déterminée, très ambitieuse aussi, et je suis bosseuse. C'est soit je fais les choses, soit je fais pas les choses du tout. Voilà, je fais pas les choses à moitié, et même que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie sportive, on peut compter sur moi quand je dis oui, et quand je prends la trajectoire pour réussir un objectif, bien souvent ça marche quand même. Donc ça, c'est cool quand même, hein. Je pense que je peux avoir confiance en ma préparation. Et surtout que j'ai un entraîneur au top niveau pour ça. Et donc il y a un côté besogneux que tu évoques aussi quand tu dis que tu bosses. Ouais, beaucoup besogneux, ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est le mot, ça a été un mot clé pour une de mes courses cette année, la besogneuse. Et sur une course qui s'est pas bien passée parce que j'étais pas en forme à Monténard, et c'était la sélection pour l'équipe de France, et c'était mon mot mental parce que du coup j'ai aussi, je pense, une force mentale, et là je pense qu'il y a un gros potentiel encore à aller chercher, parce que le mental, ça, mine de rien, ça c'est assez ébranlé avec le stress, et je pense que j'ai une marge de manœuvre par rapport au stress, par rapport à la gestion du stress avant et pendant. T'es accompagné sur cette dimension-là aujourd'hui? Non, mais je pense que ça fait partie des cartes. Résolution 2022. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis la vitesse, parce qu'encore une fois, je suis pas issue de la course à pied vraiment, et l'aspect vitesse, athlétique, tout ça, j'ai encore des petites choses à travailler, même si je me transformerai pas en coureuse aérienne et une gazelle, hein, mais en tout cas, j'ai vraiment encore un palier à passer sur la vitesse qui me permettra d'aller encore plus vite sur le long, hein. Du coup, faut dire ce qui est. Et puis la polyvalence sur des courses un petit peu plus courtes, hein. Je pense qu'il faut aussi que je me donne les moyens de voir ce que je veux aussi sur des courses plus courtes. Voilà. Tu me confiais, Manon, c'est la petite pause anecdote, mais je résiste pas quand même au plaisir de la partager avec nos auditeurs. On s'est parlé il y a quelques jours pour préparer cette interview, et tu me parlais de ton penchant Gaston Lagaffe, qui s'est notamment illustré lors du marathon du Mont Blanc, où tu as visiblement eu un coup de barre. Est-ce que tu peux nous parler de ce savoureux moment? Magnifique. C'était pas sur le marathon, c'était sur le 90 du Mont Blanc en 2019. Pardon. Oui, mais c'est sur la course c'est les courses du marathon du Mont Blanc, hein, mais c'était sur le 90. Il faisait 35 degrés sur cette course. On avait du coup des autorisations de se ravitailler en eau tout au long du parcours, et d'avoir, si besoin, des personnes qui nous en dehors en fait des points de ravitaillement qui nous assistent en eau, parce qu'il faisait terriblement chaud. Et du coup, qui dit terriblement chaud dit difficulté quand même
à manger, hein. Donc j'ai mangé quand même assez tard et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout du 45e kilomètre, ma barre que j'avais sur moi pour m'alimenter était complètement liquide. Elle s'était liquéfiée dans le sachet. Et quand j'ai voulu la manger, aussi voilà, la gorge un peu sèche, tout ça, bon, je faisais attention à l'hydratation, hein, je suis quand même un peu voilà, j'ai quand même des bics par rapport à ça, donc ça allait bien. Mais en fait, au moment de la consommer, ben voilà, c'est vrai que sur du long, on a des difficultés un petit peu de déglutir, un petit peu d'avaler sa salive, on n'a plus trop de salive. Et en fait, j'ai pas réussi à l'avaler et elle est passée dans le mauvais trou. Donc le morceau de barre que j'ai avalé est passé par la voie aérienne et s'est collé sous mes cordes vocales. Et là, ça a été le drame. Alors ça fait sourire comme ça, mais n'empêche que sur le coup, je ne devrais pas rire. Mais si, mais c'est à mourir de rire quand je raconte ça maintenant. Et ouais, le coup de barre a été de essayer de retirer cette barre au ravitaillement qui m'attendait à Émosson. Donc je me suis arrêtée pendant 20 minutes à essayer de sortir cette barre par tous les moyens et en fait je me suis rendu compte qu'elle était pas coincée dans l'œsophage, elle était vraiment pas dans le bon trou et j'ai dû faire avec. Et du coup j'avais une voix de canard avec une barre coincée. J'avais du mal à respirer, je pouvais plus m'alimenter parce que ça comprimait quand même sur la trachée puis sur l'œsophage. Et j'ai dit à mon entraîneur et un copain médecin qui était là, donc à regarder un petit peu ma saturation, savoir si quand même je pouvais continuer parce que c'était quand même vraiment critique. Il fallait pas que je vienne à faire une insuffisance respiratoire ou je ne sais quoi. Je leur ai dit non allez, je vais faire abstraction. Je continue comme ça et je suis partie avec juste de l'eau en fait et j'ai fait toute la course avec de l'eau. Et 90 km avec de l'eau, ça a été de l'eau ou de la boisson énergétique, ça a été quand même assez chaud. Donc en plus d'être chaud en chaleur, c'était très difficile à gérer cette anecdote là, mais ça nous fait beaucoup rire. Est-ce que la barre a franchi la ligne d'arrivée en même temps que toi? Oui. La barre est restée avec moi jusqu'à la ligne d'arrivée et j'avais encore plus une voix de canard. Alors c'est vrai que les interviews à l'arrivée le lendemain et j'ai failli faire une fibroscopie quand même à l'hôpital de Sallanches parce que c'était vraiment critique et en fait elle est partie un petit peu, elle a diffusé toute seule et elle est partie dans les poumons, mais j'ai pas fait d'infection ni quoi que ce soit derrière, mais c'était incroyable, hein. C'est comme quoi il t'arrive des fois des choses et il faut l'ultra, c'est ça en fait, faut faire avec les péripéties qui te viennent et c'est pas toujours facile dans la gestion émotionnelle. Tu te méfies de toutes les barres que tout. Ah maintenant c'est simple, hein. Je prends quasiment plus de barres, hein. J'ai pris une bonne leçon. C'est plus open bar, c'est terminé. C'est plus open bar, non, tout à fait. Voilà. Maintenant, on a très largement évoqué ton parcours sportif. En parallèle, donc, tu as un job très prenant de diététicienne nutritionniste, tu nous l'as dit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle et nous donner les grands principes et enjeux et puis nous parler du type de profil que tu accompagnes? Concrètement, quel est ton métier? Quelle est ta mission fondamentale? Oui, alors c'est vrai que c'est un métier qui est très polyvalent, donc j'ai une grande majorité en fait de mon temps où je suis je fais de la consultation en fait pour des enfants ou des adolescents qui ont des obésités importantes, hein. J'ai pas vraiment de situation de surpoids simple, ça c'est des situations que je peux bilanter mais que j'accompagne en fait, j'oriente vers des professionnels libéraux, des diététiciens, nutritionnistes libéraux, des psychologues, des infirmiers, enfin voilà, des médecins libéraux qui peuvent prendre en charge en fait des situations un petit peu plus simples, hein, avec un peu moins de moyens ou d'expertise. Et on forme ces professionnels sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc en fait, on essaie de développer un maillage de soins puisque c'est quand même une maladie qui évolue quand même de façon importante, aussi chez les enfants. Et on a quand même des taux, des prévalences, et avec le confinement et la place un petit peu du mode de vie, des écrans, voilà, il y a quand même pas mal de choses, de facteurs qui viennent s'ajouter à des fois des terrains, on va dire à risque, hein, parce que c'est pas parce qu'on mange McDo ou qu'on bouge pas ou qu'on mange mal, hein, qu'on contracte un surpoids. C'est quand même plus compliqué que ça. Il y a une grande part de génétique, d'éducatif, de psychologique qu'on a du mal des fois à prendre en compte, hein. Donc il n'y a pas de stéréotypes à tirer et on se bat aussi pour ça en tant que professionnel. Donc voilà, j'ai des consultations en fait on va dire un petit peu axé sur de la diététique mais psychocomportementale, hein.
il suffit pas de manger, d'augmenter la dose de légumes et puis de diminuer la dose de chocolat ou je ne sais quoi. Hein, c'est plus compliqué que ça. Donc je travaille beaucoup sur le comportement, la parentalité, tout ce qui va être thérapie un petit peu cognitivo-comportementale, donc pour travailler sur l'acceptation, l'image du corps. Voilà, donc on va dire que j'ai un petit peu un regard un peu plus, voilà, avec des aspects psychologiques à prendre en charge, mais c'est tout ce qui m'attire dans ce milieu. C'est pas que de la diététique thérapeutique, quoi. On est bien loin du contenu de l'assiette. On s'intéresse à tous les aspects qui viennent, on va dire, motiver la prise alimentaire et comprendre pourquoi on mange, pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter de manger quand on est moins bien, et la partie aussi activité physique, activité sportive prend aussi beaucoup de place dans mes consultations. Et puis à côté de ça, je fais toute la coordination de soins, la politique de santé sur la région, les actions de prévention menées avec l'éducation nationale ou d'autres institutions pour être dans de la prévalence et de la prévention ultra précoce, quoi. Donc c'est un boulot à responsabilité. Sacré périmètre. Ouais, puis encore, hein, je dis pas tout ce il y a l'enseignement, il y a la recherche, il y a plein de choses. Et c'est vrai que ça a été difficile de diminuer mon temps de travail parce qu'il a fallu faire des choix, et c'est ça aussi qui est pas simple, parce que quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas forcément envie de freiner un petit peu, puis de lâcher un petit peu l'accélérateur, mais là il faut, et je pense que c'est une période aussi comme ça qu'il faut que je prenne et que j'en profite, et que voilà, plus tard je continuerai à me former, je continuerai à développer des missions ou des projets qui me tiennent à cœur, mais pour l'instant il faut que j'apprenne aussi à dire non pour accepter d'autres projets sur le côté sportif. Donc c'est un boulot magnifique, parce qu'en plus de ça, je partage ça avec une équipe et on travaille en pluridisciplinarité. On n'est pas un électron libre ou tout seul dans son cabinet, hein. On travaille vraiment avec des médecins, des pédiatres, des APA, donc éducateurs en activité physique adaptée, des psychologues, des psychiatres, voilà, des infirmières. C'est hyper riche, et d'ailleurs je salue l'équipe du REPOP parce qu'ils suivent quand même pas mal mes péripéties aussi, et ils sont obligés un petit peu d'adapter quand il faut l'emploi du temps, ou d'adapter des fois des petites choses, parce que des fois j'ai bien du mal à marcher, ou j'ai bien du mal à accepter aussi des projets ou des formations quand ça arrive dans des calendriers de courses, quoi. Donc c'est une passion. Collectif. Voilà, c'est un collectif, et c'est top de les avoir à mes côtés. Dernière question de cette introduction, Manon, pour en revenir à la stratégie nutritionnelle, mais plus spécifiquement dans la course. Quelle part tu lui attribues, toi, que ce soit en amont et pendant la course? À quel point c'est un facteur d'influence sur un résultat ou sur des sensations qu'on peut avoir en course? Est-ce que pour toi, c'est au cœur de tout? Est-ce que c'est une composante essentielle? Est-ce que ça reste marginal? Quelle place ça tient, cette stratégie nutritionnelle, dans une course? Eh ben, tout dépend en fait de la personne, de l'individu quand même, parce que pour certains, ça va être quand même un effort, ou en tout cas besoin de remettre à plat pas mal de choses, besoin d'expérimenter beaucoup de choses, besoin de ressortir un petit peu du connu et de l'intuitif ou du spontané. Alors que pour d'autres, c'est quand même assez ancré, et malgré tout, je pense que tu peux pas performer ou progresser si tu changes pas un petit peu ton mode de vie, et notamment ton équilibre alimentaire, ta nutrition au quotidien. Il faut que ça passe par là. Après, il faut pas que ça soit vécu comme une contrainte, parce que toute chose vécue comme une contrainte ne dure pas. Donc le plaisir de manger, le plaisir de profiter de bons moments en famille, ne pas se contraindre à que des légumes ou que des plats insipides, hein. Non, il faut que ça ait du goût, de la saveur, et il y a aussi la place pour des petits excès, mais quand même c'est tout dans la dose, et quand on fait les choses avec plaisir, souvent on arrive à doser justement, je trouve. Et par contre, par rapport à l'effort, là je crois que c'est plus compliqué, parce que autant si t'as un corps qui est bien reposé, ou tu t'es bien nourri, déjà t'arrives avec on va dire quelque chose de gagné quand même. Il y a quand même quelque chose il y a quand même un gros capital, un gros job qui est fait en vue de prendre le départ, et en vue d'accomplir tes objectifs. Mais je pense qu'une nutrition mal menée à l'effort peut te faire foirer complètement ton objectif, c'est clair.
Après, en termes de nutrition de l'effort, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On sait pas vraiment ce qu'il faut faire parce que tout est à construire en fonction de la personne. Il y a des histoires de tolérance digestive, il y a des histoires de discipline aussi, parce que sur du court, ça va être beaucoup moins préjudiciable que sur du long. Et l'ultra, le facteur nutrition, gestion des réserves énergétiques, gestion des aliments qui peuvent être à un moment donné compliqués à digérer, ou aussi la connaissance un petit peu de ton corps. Voilà, si tu arrives fatigué, tu sais que tu devras peut-être gérer un petit peu différemment ton alimentation, qu'il y a des aliments fonctionnels ou des éléments fonctionnels qu'il faudra apporter à un moment donné. Enfin, il faut quand même avoir un regard un petit peu physiologique, corporel, et puis des petites connaissances quand même pour pouvoir adopter une pratique. Donc voilà, je pense que c'est un facteur clé sur le long. Je pense que sur le court, c'est moins indispensable. Par contre, l'aspect quotidien, on est un corps qui a besoin de fonctionner avec des substances. Donc voilà, il y a pas, on n'a rien sans rien, quoi. Là, clairement, et on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais quand même, c'est pour moi quelque chose d'indispensable. Après moi, c'est quand même assez facile parce que de façon naturelle, je m'alimente quand même de façon très variée et de façon saine. Donc après, comme je disais, c'est pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, je suis là s'il y a besoin de petites billes. En tout cas, c'est avec plaisir. Et faut garder le plaisir au centre quand même, hein. C'est le mot-clé, t'as raison. Merci beaucoup pour cette introduction, Manon. Je t'en prie. On va passer maintenant désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. Donc, c'est notre format de portrait chinois version sportif. J'espère que tu es prête. Première question, Manon. Oui. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi ? Alors ça, c'est assez facile. Moi, si je serais un personnage fictif, je serais, je pense, Mulan. Donc dans c'est un dessin animé au départ, mais c'est quand même une légende, chinoise. Déjà, j'aime beaucoup la culture chinoise, hein. Ça renvoie aussi un peu à la pratique un petit peu du judo plus jeune, et j'étais déjà très très fan de ce dessin animé. Non, elle a un caractère qui me ressemble. C'est une jeune fille qui sait pas du tout ce qu'elle veut. Si, elle sait exactement où elle va, elle est déterminée, elle se cherche par contre. T'as raison là-dessus, c'est qu'elle se cherche. Il y a quand même un côté dans cette histoire qui, elle avait des choses à prouver. Alors à sa famille, il y a le côté honneur, le côté valeur des siens. Faire les choses aussi un petit peu pour les autres. Et puis au final, c'est plutôt des choses elle a des choses à se prouver, cette jeune femme. Et puis elle se fout un petit peu des stéréotypes homme-femme. Ça remet pas mal de choses en question. Comme quoi, on n'est pas obligé de puer le bouc pour malgré tout suivre les garçons, ou être aussi peut-être courageuse et forte que les hommes. Je pense que ça renvoie aussi un petit peu à ma pratique aujourd'hui, parce que j'aime aussi, je prends beaucoup de plaisir aussi maintenant à être en concurrence avec des hommes. Je pense que la place de la femme dans le sport, c'est encore quelque chose de tabou et qu'il faut encore développer, même dans la société en règle générale, hein, d'ailleurs. Et c'est une belle histoire. Le combat n'est pas terminé, effectivement. Comment tu dis ? Je dis le combat n'est pas terminé, les choses avancent, mais c'est le chemin est encore long. Ouais, complètement. Donc voilà, je pense que je serais Mulan, avec sa détermination et son côté un peu têtu et qui manque de confiance, mais qui se construit petit à petit. Un corps d'homme. Peut-être que quelque part, j'aurais toujours souhaité être un homme, mais je suis ravie d'essayer de me battre, en tout cas pour la place de la femme aujourd'hui. Deuxième question de cette basket chinoise, Manon. Si tu étais un animal, lequel serait-il ? Alors je serais pas un chamois, mais quoique. Un petit chien de 2 mois et demi, peut-être ? Ah non, je serais pas un chien. Je pense que, même si j'adore les chiens, et je suis ravie d'avoir mon petit compagnon maintenant pour mes sorties. Non, je pense que je serais plutôt un oiseau type un aigle. Un aigle ou une buse, ou quelque chose comme ça, qui a un côté un peu indépendant, qui peut vraiment quand même vivre sa vie, qui a besoin d'espace, qui a besoin d'évasion, et puis en même temps qui est très protecteur envers les siens, qui a
qui a besoin de se retrouver en famille à la fin de la journée après de longs vols. Voilà, je pense que ouais, je suis plutôt. Et pour le D+ en course, ça facilite les choses en plus. Complètement. Ah, si seulement. Ah, ça serait beau ça. Ouais, voilà. 2-3 coups d'aile et hop, en haut de la bosse. C'est ça. Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a une source d'inspiration pour toi, quel que soit le domaine? Non. J'ai pas de comme ça en tête. En fait, moi, je suis passionnée et je suis. Enfin, il y a plein de personnes, enfin plein de sportifs qui m'inspirent. Mais alors, ça peut être dans le triathlon parce qu'il y a un travail monstrueux à l'entraînement. Ça peut être dans le ski de fond, ça peut être dans le judo sur les valeurs, sur le côté combatif et mental. Dans le trail, voilà, les personnes que j'ai pu en tout cas admirer, que je peux côtoyer maintenant. Enfin, c'est vraiment magnifique de pouvoir, par exemple, courir à côté d'Audrey Tanguy ou de Mimi Kotka. Enfin, c'est sublime. C'est vraiment des choses que j'aurais jamais imaginées. Mais je suis plutôt passionnée et admirative du sport et du haut niveau, et je regarde beaucoup d'émissions sur la préparation mentale ou sur la préparation. Mais ça peut être des émissions autour du foot, autour du trail, autour de l'athlétisme. Enfin voilà, je suis plutôt passionnée par les sportifs. Donc on met plein de sportifs de haut niveau dans un shaker et on les secoue avec leur capacité physique, leur valeur, leur force mentale, et puis ça donne ça. C'est exactement ça. Je prends tout ce qu'il y a à apprendre dans les personnalités, dans les façons de faire, mais je fais ma petite popote et je suis assez admirative en tout cas par le sport en règle générale. Merci beaucoup Manon. Le moment est venu de parler de ta course épique, le Trek au Cap-Vert. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course. La première édition du Trek Capo Verde s'est tenue en mai dernier sur l'île de Santo Antão au Cap-Vert. Archipel africain, le Cap-Vert est une mosaïque d'histoire aux paysages aussi variés que les couleurs de ses maisons et de ses tissus, et propose un voyage au croisement des influences africaines, européennes et sud-américaines. L'archipel partagé entre île au vent et île sous le vent se fait chaleureux à Santo Antão, volcanique à Fogo ou encore festif à Mindelo. Santo Antão, cadre de la course à laquelle tu as pris part, Manon, est une île avec une côte ouest aride mais aussi des paysages orientaux verdoyants. Île de montagnes vertes, Santo Antão émerveille par ses paysages et ses ribieras, canyons ourlés de culture en terrasse. L'édition 2021, je suis un spécialiste de la géographie, t'as remarqué? Ouais, tu me fais voyager, rien que je suis ailleurs là. Tant mieux. L'édition 2021 de ce trek nous proposait 2 formats sans balisage et en autonavigation par GPS, avec notamment une traversée d'ouest en est de Santo Antão pour son format le plus long de 115 km et 7000 mètres de dénivelé positif, un défi sportif sacrément relevé à travers les sentiers et les paysages montagneux de l'île et de ses faux airs de Diagonale des Fous ou encore de Transgrande Canaria. Je ne sais pas si ça s'approche réellement de ça, mais c'est un peu l'esprit en tout cas. Et puis après l'effort, et puis même avant, il y a une certaine tradition du réconfort au Cap-Vert, de ce que j'ai compris. Et tu ne manqueras pas de nous raconter, je crois, que cette course, elle a été épique, mais certaines soirées sur place l'ont été presque autant. Voilà, je ne sais pas si tu as été finisher de toutes les soirées, mais en tout cas, visiblement, c'était assez festif comme séjour. Et c'est tant mieux. Voilà, il faut un temps pour tout. Un dernier mot sur la start-list, qui est probablement la plus courte que j'ai connue au fil des épisodes du podcast, puisque la course ne comptait a priori que 26 partants. Donc elle était petite, cette start-list, mais elle était sacrément costaud, puisque à tes côtés, sur la ligne de départ, on pouvait compter sur la présence de Sissi Cusso et de François Den. Et vous étiez alors tous de retour avec un dossard après d'interminables mois sevrés de compétition, parce qu'on a un peu, je pense, tendance à oublier tout ça, mais au mois de mai, ça faisait quand même... on reprenait goût à la vie. Tout était sous cloche depuis plus de 6 mois, et voilà, ça nous paraît à la fois très loin et très proche, mais c'était... symboliquement aussi très fort, je pense, de renouer avec une course à ce moment-là. Vous l'aurez donc compris, ce trek au Cap-Vert s'annonce comme une formidable réjouissance, mais aussi une épreuve d'une redoutable exigence. Et je suis pas certain que tous les concurrents se sentaient cap d'en franchir la ligne d'arrivée, mais tu vas nous raconter tout ça plus en détail, Manon. Mais avant ça, j'en ai pas fini de te cuisiner. Tu vois, après le portrait chinois, c'est la question qui pique de course épique. Je suis sûr que tu t'attendais à ce qu'elle concerne Césaria Evora, mais non. Ça aurait été trop facile. Donc, j'ai pris un chemin de travers. Je suis sûr que tu avais lu sa biographie en amont de nos échanges pour répondre à cette question. Donc, j'espère que tu n'es pas trop déçu. Oh non. Le Cap-Vert donc compte parmi ses citoyens Othniel Georget, qui est plus connu sous le nom de Mitou Montero, qui s'est brillamment illustré et reste aujourd'hui une référence mondiale dans sa discipline sportive. Mitou a ainsi fait l'immense fierté de son pays en devenant champion du monde en 2008 de son sport de cœur. Est-ce que tu saurais me dire de quel sport il s'agit ? Et t'as pas le droit de regarder sur Google en même temps. Non. Mitou Montero, qu'est-ce qu'il peut faire comme sport au Cap-Vert et dans quelle discipline il peut être champion du monde selon toi? Alors attends, qu'est-ce que j'ai pu voir là-bas? Alors ce qui est fou, c'est que la pratique sportive là-bas, c'est pas du tout développé. Non,
c'est pas un hobby, c'est pas une activité. En fait, le sport là-bas, c'est pour se déplacer, c'est pour vivre, enfin, il marche, c'est vraiment Utilitaire. voilà, utilitaire. C'est pour amener je dirais. Un sport nautique. Oui, bah c'est ça en fait. Tu vois, j'étais là-dessus. Alors j'aurais dit kitesurf, mais Non, mais je t'arrête tout de suite. C'est la bonne réponse. C'est vrai? Non. Mais ouais. Bravo, c'est sans pas trucage. possible. Je me dis, il y a un tel vent, tu vois, et oui, sport nautique parce que c'est juste incroyable. Et je n'ai pas vu un seul sportif sur l'île de façon terrestre. Enfin voilà, il y avait pas de vélo, pas de non, des randonneurs oui, mais c'était des touristes. Donc bon je suis contente. Voilà, et comme quoi. Alors, je vais t'en dire un petit peu plus sur ce jeune quand même, parce qu'il a une sacrée histoire. Donc il a été sacré champion du monde de kitesurf en 2008 et il a été depuis sacré vice-champion du monde 4 fois. Donc tu vois, c'était quand même pas un coup d'éclat ponctuel. Il avait un vrai talent avéré. Et donc voilà, aujourd'hui, il est considéré comme le précurseur du strapless, donc cette variante du kitesurf. Je sais pas si ça te parle, mais ça propose les mêmes sensations de glisse. Enfin, pas les mêmes, mais en tout cas des sensations approchantes, mais sur lesquelles tu n'as pas les pieds en fait fixés par des straps, mais les pieds sont posés à même la planche. Donc c'est une discipline alternative du kitesurf. Et donc voilà, l'histoire, c'est qu'à l'origine, un de ses amis est venu sur l'île avec un kite et un bouquin de théorie, et puis il lui a demandé d'assurer la partie pratique pendant que son ami, lui, lisait le livre. Et donc MeToo a trouvé l'exercice hyper facile par rapport à la planche à voile qui pratiquait par ailleurs, où chaque étape lui prenait des semaines et des semaines pour apprendre à avoir le sentiment d'avancer. Et donc c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a arrêté le kite, parce qu'il trouvait ça un peu trop basique, un peu trop simple, comme dirait Orelsan. Okay. Et donc voilà, et donc il se souvient avoir vu quelques temps après un touriste faire une figure sur l'eau. Et à ce moment-là, il s'est dit qu'en fait, c'était pas uniquement une histoire de saut, mais il y a aussi la possibilité de faire des figures et d'être créatif dans sa pratique du kitesurf. Et donc, il a à nouveau emprunté un kite à un de ses collègues. Au bout de 3 mois, il avait assez d'argent pour acheter son premier kite. Et donc, il a acheté sa première planche à un pêcheur qu'il avait trouvé en mer et qui lui a vendu 150 €. Et à cette époque, MeToo était le seul Cap-Verdien à savoir faire du kitesurf. Et donc voilà, après avoir inspiré toute une génération avec cette discipline qui a fait de lui une star, MeToo est encore aujourd'hui dans le top 5 mondial. Donc, tu vois, ça fait 13 ans qu'il est au sommet. Et il continue de passionner les amoureux de glisse du monde entier. Il a aujourd'hui même son propre club de kitesurf sur l'île de Sal, à Santa Maria. Donc, si tu as envie de lui rendre visite et de t'initier, à moins que tu connais peut-être déjà les plaisirs du kitesurf, mais lors de ton prochain trek, tu pourras aller faire un petit crochet avant ou après pour aller te former avec lui. Je pense que tu seras à bonne école. Ah, c'est génial. Quelle histoire de vie. Et rechercher l'esthétique et devenir, en fait, au final, rester aussi longtemps au haut niveau en venant avec 3 fois rien au départ. C'est assez fou. Écoute, je pense que je ne me frotterai pas à cette discipline parce que je suis pas très poisson ou quelqu'un. Je serais pas un animal marin en tout cas, c'est sûr. Je suis plutôt un aigle ou quelque chose de terrestre, mais je vais en parler à Thibaut Barognan qui est du côté du Cap-Vert. Ça pourrait le brancher effectivement. Qui peut être En tout cas, à mon avis, MeToo, elle aurait un conseil pour toi, c'est de pas manger de bar quand tu fais du kitesurf. Visiblement, c'est très déconseillé. Probablement que lui, il boit peut-être la tasse ou je sais pas, mais il doit avoir une nutrition bien moins compliquée que nous en course, c'est certain. Et il se la coince pas dans la gorge en faisant ses sauts vers l'arrière surtout. Allez, c'en est fini de cette question qui pique. L'heure est venue de mettre les voiles sur ton trek 2021. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est venue et comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à ce trek? On l'a dit, la période était un peu sinistrée, il y avait beaucoup d'incertitudes sur la tenue ou non des courses. Comment est-ce que toi, l'occasion s'est présentée? Qu'est-ce qui t'a décidé à y aller? Est-que tu avais déjà une attirance certaine pour le Cap-Vert? Clairement, le Cap-Vert, ça faisait partie des destinations un petit peu de rêve que je souhaitais découvrir. Mais au départ, j'avais plutôt pensé à un stage ou juste un voyage en fait randonnée, un voyage avec mon mari peut-être, et j'avais pas du tout pensé un jour prendre le départ et mettre un dossard là-bas, enfin si on peut appeler ça mettre un dossard, parce qu'au final c'est ce que je pensais au démarrage de cette aventure, mais en fait c'était vraiment une aventure et pas une compétition. Tu feras attention, derrière toi, il y a un chien sauvage. Il y a un vilain chien, qui m'attaque, qui commence à demander. Attention les mollets, attention les chevilles, c'est pas le moment. Qui commence à s'impatienter pour une petite sortie, une petite balade. Mais bon, il va devoir encore patienter. Et non, mais c'est vrai que ça a été sans hésitation quand j'ai eu, quand j'ai vu en tout cas passer cette course.
cette aventure avec le trek, je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Alors nous, c'est vrai qu'on était ici confinés. Moi, j'avais quand même la possibilité de me déplacer parce que j'avais quand même des papiers. Voilà. En tant que sportif, on peut en tout cas participer à des courses à l'étranger ou en tout cas aller s'entraîner. Enfin voilà, profiter un petit peu de ça pour aller s'entraîner. Après, le côté prendre l'avion me gênait aussi un petit peu dans ce contexte-là et donc j'étais un petit peu indécise, mais en voyant l'aventure, je me suis dit bah là franchement je tente et si ça marche et si on peut partir et si on peut en sortie de confinement profiter de découvrir une île aussi splendide et aussi avec ce séjour sportif au final, parce qu'il y avait tout un programme autour de la course qui nous bien alléchant en tout cas de visite, de culture et puis de découverte de l'île de San Antao. Donc avec mon mari qui est très rattaché et très qui s'attache à la culture et au voyage, on n'a pas trop hésité. Et du coup j'ai contacté Philippe Allaire, Jean-Philippe et ça a fonctionné. Donc après moult tests, moult papiers, le côté administratif assez lourd quand même pour pouvoir partir à ce moment-là. On s'est retrouvés avec une trentaine de participants. Alors au départ, ils avaient prévu bien plus que ça, mais les conditions faisaient qu'on a dû se limiter à une petite trentaine de participants. Et puis retrouver François que je connaissais de nom ou de par mes parents et Sylvaine que j'avais déjà rencontré aussi il y a quelques années en arrière quand mon père était chez ASICS. J'étais comme une gamine là au milieu à me dire c'est les vacances quoi. C'est les vacances mais il y a quand même une course à faire et pas n'importe quelle course, une course en autonavigation. Un bon morceau. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler des conditions de préparation en cette période Covid, justement, qui était quand même assez particulière? Est-ce que tu te sentais plutôt affûté ou tu étais dans l'incertitude totale de tes capacités réelles, avec l'absence de compétition et de tests à grande échelle? Est-ce que tu avais le sentiment d'être à peu près comme il fallait? Oui, non, j'étais bien préparée. Comme je te disais, j'avais la possibilité de pouvoir m'entraîner sur certains lieux d'entraînement, dans le haut, moyenne montagne. Alors, j'allais pas dans les Alpes. Je restais quand même dans un contexte et à respecter aussi autant que possible les règles qui étaient en vigueur à ce moment-là. Mais malgré tout, j'avais quand même un papier avec plusieurs lieux d'entraînement et je pouvais faire un petit peu de musculation. Je pouvais aller courir et faire du dénivelé. Je pouvais faire du vélo. J'ai fait beaucoup de ski de fond aussi sur la période hivernale. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais le week-end avant de prendre l'avion, j'étais du côté de chez mes parents, dernière sortie à la frontale, une sortie longue de 4 heures, et j'étais sur la piste de ski vers chez mes parents. Il y avait 15 cm de neige et il faisait -4. Et on est arrivé au Cap-Vert et il faisait 35 degrés et on a eu des pics à 40-43 degrés sur la course. Donc il a fallu quand même composer avec des conditions assez incroyables alors qu'on quittait nous l'hiver gentiment. Je pense que François, il avait peut-être même pas déchaussé les skis. Enfin, je pense que lui, du côté d'Arèche-Beaufort, une belle amplitude de 40 degrés. Ça devait être assez incroyable de son côté. Mais non, moi, j'ai quand même pu bien me préparer. Alors, moins bien que d'habitude, en sortie de cette période-là, parce qu'en plus, moi, j'avais quand même, du côté du boulot, en tout cas, une vie professionnelle qui était ultra remplie. Et j'avais encore pas décidé de diminuer mon temps de travail, donc j'étais quand même assez fatiguée. Et par contre, un besoin de couper, de découvrir, de partir et puis de vivre quelque chose de quelque chose. Ça, c'était certain. Donc, l'envie était là, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la dimension logistique de la course, puisqu'elle avait la particularité d'être en autonavigation, nous parlait aussi de la partie alimentation, puisque vous étiez autonome, il y avait juste des points d'eau tous les 20 km. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel était le cadre logistique de cette course? Oui, bien sûr. Alors, on avait, pour se préparer un peu à l'autonavigation, la veille du départ, un petit test en fait avec la navigation qui nous était prêtée à ce moment-là. Donc c'était un boîtier Garmin, alors des vieux boîtiers d'autonavigation GPS, des vieux GPS en fait, qui nous étaient prêtés et puis expérimentés sur une petite sortie la veille. Donc là clairement, je vais être franche, j'ai eu beaucoup de mal un petit peu à prendre, à dompter la bête. J'avais une montre, ma montre Suunto. J'avais décidé de jouer le jeu et puis de
de pas du tout rentrer le parcours dans la montre parce qu'on avait cette possibilité là. Puis je me suis dit moi avec tout mon bol et puis mon manque d'expérience par rapport à ça et puis mon sens de l'orientation qui est particulièrement mauvais, hein, tel père, telle fille, j'ai décidé de partir qu'avec l'autonavigation qu'on m'avait prêtée. Donc grosse erreur. Donc il y avait cet aspect-là qui nous était, il y avait quand même beaucoup de participants qui avaient déjà fait plusieurs treks, plusieurs expéditions et qui étaient quand même vraiment au point. Moi j'étais pas au point. Ça n'était pas tant que mais j'ai dit bon, on verra bien. J'imaginais pas du tout dans quelle aventure j'allais. Hein. Franchement, aucune. J'étais très très loin de penser un petit peu, me perdre autant. Après sur l'aspect matériel, on avait une liste de matériel. Boussole, je sais pas me servir d'une boussole, mais il y avait une boussole. Il y avait un petit miroir, pour faire réfléchir un petit peu le soleil au cas où, pour se retrouver, pour nous retrouver en tout cas si on a des pépins. On avait 3000 calories à avoir sur soi et là j'ai fait des calculs. Et j'ai optimisé, on va dire, mais j'ai absolument rien consommé quasiment. Sylvaine a consommé une bonne partie de ma nourriture, mais moi j'ai un petit peu du mal à manger et je pense que j'ai porté pas mal pour rien. Et puis par contre au niveau de l'hydratation, là je me suis limitée et j'aurais jamais dû. J'avais 1 litre et demi. Sauf que je suis partie à chaque fois avec 1 seul litre et j'aurais dû avoir mes 500, remplir aussi ma flasque de 500 à un moment donné pour combler un petit peu les manques. Et puis on avait tout un matériel sécurité, donc une petite trousse à pharmacie, et puis le matériel tenue obligatoire en cas de mauvais temps. Ça nous a pas vraiment été utile vu les chaleurs et puis mais voilà. Et sur l'aspect logistique, on avait des personnes qui nous assistaient, on va dire à distance un petit peu, qui regardaient un petit peu nos GPS, qu'on se perde pas trop. Et si vraiment il y avait des difficultés à se retrouver, on savait qu'on pouvait en tout cas contacter ces traceurs ou eux nous contacter si vraiment on faisait fausse route ou si on avait des problématiques. Et tous les 20 kilomètres, comme tu l'as précisé, c'est les habitants. Avec une personne à chaque fois du médical qui était présent dans une habitation, qui nous ravitaillait en eau froide et en eau chaude, et ça c'était des moments très très forts et ça a été des belles fêtes à chaque fois qu'on les retrouvait et une bonne claque aussi au niveau civilisation parce que on s'est rapproché des gens, on s'est rendu compte un petit peu de leur habitation, de leurs conditions, et on a couru avec des enfants, on les a mis à l'école, on les a ramenés à la maison. Enfin, c'était incroyable de vivre aussi proche des habitants et c'était chouette qu'ils puissent participer à leur façon à cette aventure. Est-ce que tu peux nous parler de l'objectif avec lequel tu te présentes sur la course? Est-ce que tu as une ambition quelconque de la remporter? Est-ce que c'est le cas à chaque fois que tu te présentes sur une course, ou est-ce que là c'est plutôt cette rencontre, ce que tu racontes, aller au contact des populations, découvrir une île, un parcours que tu connais pas avec ce challenge de l'autonavigation avec lequel tu es pas très familiarisé? Est-ce que c'est plutôt ça que tu viens chercher, cet exotisme, on va dire? Ou est-ce que c'est vraiment l'envie de performer bien? Ou est-ce que les deux sont pas indissociables d'ailleurs? Alors c'est marrant, mais il y a différentes phases. Quand je suis arrivée sur l'île, vu que c'était quand même un séjour, comme je te disais, un peu sportif, vacances, on s'est vraiment senti en vacances. Donc c'était des rencontres, c'était des anecdotes, comment on a vécu le confinement, la pratique un petit peu de chacun, les très festifs. On a descendu pas mal de mojitos, pas mal de bières jusqu'à la veille de l'épreuve. Avant la course et après, les deux ? Sans souci. Jusqu'à pas pendant. Ça c'est vrai, mais jusqu'à la veille on était super bien reçus aux petits oignons. On a bien mangé, on a un petit peu bu aussi. On était vraiment en vacances en vacances, sport, à découvrir les alentours. On avait beaucoup de mal à se freiner d'ailleurs, à garder un petit peu de jus pour le jour J, mais avec la chaleur écrasante, la veille on a vraiment eu très chaud en arrivant à San Antao, donc ça nous a permis de là, petit à petit, se plonger un petit peu dans ce qui nous attendait le lendemain. Et là, la petite dose d'adrénaline, les doses de stress qu'on connaît, commençait à monter. Et alors oui, le jour J, dès qu'il y a eu la préparation, le sac, le dossard,
ça y est, là, moi, je me voyais prendre un départ depuis longtemps. Qu'est-ce que je vaux, comment je vais me placer, comment je vais gérer mon effort. Je vais partir comme ça, et j'avais tout planifié, hein, comme je fais habituellement. Et en fait, grosse erreur. Ça n'était pas une course comme les autres. Pas du tout. Non. Et puis c'était sans compter sur le fait que la navigation, c'est pas avec 1 heure et demie de tests, de tentatives que je suis toujours aussi têtue. Et quand je suis persuadée que oh tiens, cette trajectoire-là, oh mais il est sympa ce sentier ou ce semblant de sentier, je suis sûre que c'est par là. Je m'auto-persuadais toute seule et en fait je me suis très rapidement perdue. Donc je suis partie toute seule devant. Juste derrière François d'ailleurs, hein, juste pour dire, hein. J'ai peut-être fait une dizaine de kilomètres juste derrière ses baskets, quoi. Et puis très rapidement, je me suis perdue. Je me suis dit non, mais attends, laisse-le partir là, t'enflamme pas. Mais j'étais super bien, j'avais envie, j'étais comme une dingue. Et très vite, en fait, je me suis perdue. Et là, je me suis dit non, mais ça va pas aller. En fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est complètement à côté de la plaque. T'es à côté de tes pompes. Et je suis revenue plusieurs fois sur Sylvaine et Martin. Et puis je sentais que le rythme était pas trop le mien, que je me disais bon allez, j'y vais quand même. Je leur disais peut-être à tout à l'heure, hein, parce que vu comme c'est parti, je pense que je vais me perdre pas mal de fois. Puis j'essayais de me remettre dans mon rythme et puis voilà, puis vivre quand même une course pleine comme j'ai toujours envie de faire. Et là là je me dis non, c'est pas possible. En fait là si tu t'obstines, donc j'ai fait plusieurs fronts de mer, j'ai fait plusieurs sorties de trajectoire mais bien correctes. Et je suis revenue en disant non mais là je vais courir avec vous, c'est comme ça que j'ai envie de vivre la chose. Je me voyais même plus en fait. Je me suis dit ça fait 3-4 jours que t'es avec des personnes fabuleuses et puis là tu vas partir toute seule dans ta bulle. J'étais même pas sûre que je voulais de ça. Et puis je me suis dit tiens petite affaire, ça sera pas ton rythme mais ce sera forcément et d'ailleurs j'ai au compteur 127 km et puis un peu plus de 8000 de dénivelé positif au lieu de 115 et 7000. Ça montre un petit peu les chemins de traverse que j'ai pris. C'est comme dans les bronzés, j'ai fait un détour parce que c'était joli. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est ça, tu t'élances avec Sissi, vous faites, donc tu la retrouves assez rapidement avec Martin et puis ensuite vous lâchez Martin. Vous repartez du kilomètre 30, donc vous êtes seuls toutes les deux et François est devant et il occupe la première place. Est-ce que tu peux me parler de ce passage-là avec notamment un cagnard qui frappe et qui cogne super fort, il n'y a pas de zone ombragée, puis le jeu de piste qui continue même à deux, c'est quand même pas tout à fait intuitif de vous repérer sur ce parcours-là? Oui, alors c'est vrai que à partir du 30e kilomètre, on a décidé de mener la course l'aventure les deux parce que il faisait vraiment chaud et on savait qu'il fallait aussi faire attention au temps qu'on pouvait mettre entre deux ravitaillements. Donc ça c'est une donnée qu'on a échangé et il fallait gérer son eau puisque comme je te disais 1 litre et demi ça va très vite et là-bas 20 km tu peux mettre 3 heures 4 heures 5 heures voilà. Si tu te perds c'est compliqué. Donc cette première partie elle s'est vraiment bien passée. On était plutôt dans un environnement qui ressemblait un peu au Maroc, à l'Atlas marocain. Enfin, c'était quand même assez particulier, un peu désertique avec des petits buissons, des petites garrigues qui étaient très abrasives. D'ailleurs, on avait les deux les cuisses complètement en sang. Parce que il y avait pas de chemin, on était là au milieu. C'était c'était un petit peu difficile de suivre le sentier direct, mais en tout cas la trajectoire on l'avait grosso modo. Et après on est tombé dans des canyons magnifiques, on a couru dans du sable. Enfin c'était très très différent comme environnement. Par contre, vous avez le temps de vous émerveiller ou t'es très focus sur le parcours, enfin sur le GPS et le nez dans la navigation? Est-ce que vous avez quand même un regard un peu candide et assez naïf à observer ce qu'il y a autour de vous et à vous mettre plein dans les yeux? Oui, non, on était. Et puis alors surtout que Sylvaine, elle est ébahie, elle était très à faire des photos, à s'arrêter, à contempler. Elle est très comme ça. Et en fait, moi, ça m'a aussi permis de me mettre vraiment dans une position que je connais pas. Moi, je suis plutôt fonceuse, faut que ça aille vite. Je lève la tête, parce que la nature pour moi c'est quelque chose de grandiose. Et quand t'es en voyage ou quand tu découvres des paysages pareils, mais j'aime aussi pas trop perdre de temps et puis faut que ça avance quand même un peu. Sylvaine, elle avait vraiment cette joie, ce côté c'était important en tout cas de profiter de chaque instant. Et on a vraiment pris beaucoup de plaisir sur cette partie-là jusqu'à en fait toute la première partie de jour, on a
on a traversé des paysages qui tous les 10-15 kilomètres étaient tellement différents que on se croyait vraiment à faire un espèce de petit tour du monde en une journée qui était Trois assez. courses en une. Non mais franchement, c'est vraiment une île qui est assez incroyable par rapport à ça, par rapport à la diversité des paysages, quoi. Et puis arrivé au deuxième et au troisième ravito, on était plutôt dans des paysages très luxuriants, alors toujours très chaud, hein. Voilà, la chaleur était pas facile quand même à gérer, hein, notamment cette histoire d'hydratation, hein. Mais c'était plus luxuriant, ça nous renvoyait quand même quelque chose d'un petit peu plus, un peu moins agressif, hein, un peu moins sec. Et puis c'était plus agréable aussi de courir un petit peu maintenant sur au-delà autre chose que du sable ou des sentiers ou des espèces de buissons là arides. Et puis c'est là où on a commencé à rencontrer les premiers villageois, les premières cases et les enfants et les femmes et c'était c'était des bons moments de partage et beaucoup d'émotions et très positif en tout cas jusqu'à ces 70 premiers kilomètres. Est-ce que malgré tout, vous êtes amené à chercher un peu votre chemin à l'approche ou à la sortie de certains villages où il faut passer par des terrasses, c'est pas forcément des passages très intuitifs. Est-ce que ça altère malgré tout un peu ton plaisir ou la bonne humeur ambiante? Est-ce qu'à un moment tu t'agaces de cette situation ou est-ce que tu prends ça quand même avec recul malgré tout et prends ton parti, t'as changé un peu ce que tu disais de perspective sur les enjeux de la course? Oui, non, mais complètement. En fait, j'avais complètement changé de vision des choses et non, même pas agacée. Alors j'aurais pu, hein. Franchement, on aurait pu s'agacer un petit peu. C'est vrai qu'à l'entrée dans les villages, à la sortie des villages, pour trouver aussi des fois le début du col où c'était pas toujours évident. Là, l'organisation nous a fait des petites blagues, hein. Il y a des petits pièges. C'était vraiment pas simple. Mais voilà, parce qu'il y avait, comme je vous disais, pas de sentier. Des fois, on court sur des canaux d'irrigation. Des fois, on court dans des bananeraies. Des fois, on doit faire le tour de maison pour trouver le semblant de sentier. On s'est retrouvé à aller jusqu'à un totem. Et je me rappelais que le débrief d'avant-course. Alors en plus, on n'avait pas trop écouté les deux le débrief, parce qu'on faisait que de discuter. Et on aurait dû vraiment. Mais je me rappelle avoir entendu ce passage où si vous allez jusqu'au totem, jusqu'à l'obélix à la place du village, c'est pas bon. Et en fait, on est redescendu cette route en pavé, je pense au moins une dizaine de fois, et on est resté 1h15 dans ce village avant de trouver le sentier qui nous menait à un col et qui annonçait le début un petit peu des aventures un peu moins sympa, avec la problématique de l'eau et la tombée de la nuit et le changement de boîtier GPS et tout ça. Oui, parce qu'il fallait aussi bien à un moment donné gérer son temps et son matériel et ça a pas toujours été simple. Là, tu l'as dit, effectivement, la course commence à se corser et la nuit commence à approcher. Donc là, vous avez des difficultés qui commencent à monter d'un cran et la tension aussi un peu, puisque là, vous commencez à être sérieusement perdu et puis à être à sec. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce passage un peu désagréable et puis l'issue, dire ce qu'elle a été? Oui, alors là, à ce moment-là, moi, j'étais pas trop en difficulté. On avait tous les deux très soif, mais je sais pas, j'étais sûre de moi. Je me disais que de toute façon, si on trouvait une habitation, on allait forcément trouver de l'eau. Donc j'étais encore obstinée dans mon truc, mais là, ça me paraissait indispensable qu'on trouve de l'eau parce que je savais que le ravito était encore assez loin. Et j'ai quand même embarqué la Sylvaine quand même dans un drôle de truc, hein, mais on a quand même fini par trouver de l'eau à ce moment-là. Et je pense que si on aurait fait les choses différemment, on aurait vraiment eu des problèmes d'hydratation pendant une bonne heure et on commençait déjà à avoir des petits soucis. Alors pas d'hallucination, mais on commençait vraiment à être obnubilé par ça et à dire un peu des bêtises et à être parce que souvent quand tu manques d'eau, tu commences à avoir un petit peu la tête qui tourne, tu commences à avoir des petits flous visuels, c'est quand même assez assez particulier. Et on a réussi en fait, alors en changeant complètement de trajectoire, en allant à l'encontre de la trajectoire de la course, à trouver des habitations et à tomber sur à l'entrée des habitations sur le photographe et le caméraman de la course qui avait là un bidon d'eau et bon, c'était un petit peu notre héros, mais alors là c'était inespéré, on s'est demandé même si on n'hallucinait pas, et là on a pu se ravitailler, et c'est là où il nous a dit que François était à 3 kilomètres de nous, en train de déchanter, et oui, d'avoir des problématiques de crampes et de tétanie très importantes par problème hydrique, hein, du coup. Mais en même temps, c'était tellement compliqué, tellement loin aussi du dernier ravitaillement. Et quand t'as 1 litre et demi, et nous, petites buveuses,
on imaginait bien qu'un gabarit comme lui, comment il avait géré, quoi. Et c'était compliqué à ce moment-là pour lui, et on se disait, mais on va passer François, enfin, on s'imaginait pas à ce moment-là de le récupérer, alors qu'on imaginait qu'il était à 3-4 heures devant. Enfin, franchement. Et la petite histoire le dira un peu plus tard, mais il a passé quasiment une dizaine d'heures en perdition. Ouais, à ce prochain ravito. Donc là, on se remet sur la bonne trajectoire, et là, début de la nuit, pour Sylvaine, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai pu en tout cas la soutenir, et on a pu aussi prendre le temps qu'il fallait au ravitaillement pour bien appréhender la nuit. Mais voilà, là physiquement, elle montrait un petit peu plus de signes de fatigue, et je pense qu'elle a quand même tapé un petit peu au niveau de l'eau. Elle a été vraiment à la limite, hein, au niveau économie, c'était un petit peu limite pour elle. Donc là, on a pu voir Alexandre, mon mari, quelques personnes de la course, et puis se recharger pour appréhender la nuit qui a été assez compliquée derrière. Donc toi, pour mettre un peu de piment à la course aussi, puisqu'il n'y en avait pas suffisamment, au moment de partir du CP du kilomètre 80, tu décides de faire une petite cascade, c'est ça? Oui. Alors ça, c'était jusqu'au 80e, pour moi, ça se passait bien. J'étais bien. J'avais oublié le chrono. On discutait beaucoup. Enfin, ça passait très bien. On s'évadait dans nos discussions et dans notre périple. Et en plus, la nuit, c'était incroyable. Mais là-bas, on était bercés un petit peu par nos sens. Enfin, vu qu'on n'avait plus du tout le paysage qui était en plus à cette partie-là incroyable. Alors on a dû retourner un peu en fait sur cette partie-là pour voir visuellement ce que ça donnait, parce que c'était vraiment incroyable. C'était magnifique. Un mélange de Madère, de la Réunion, et puis de là un peu des côtés un peu asiatiques de la Thaïlande. Il y avait des rizières, c'était dingue. Donc on y retournait, mais on était vraiment bercés par, transportés par nos sens. Donc les odeurs, les bruits. Enfin c'était un orchestre autour de nous. Et oui, arrivé au 80e kilomètre, le ravitaillement, et là, nous, on repart les deux, mais enchantés, remontés comme jamais. On était les deux très bien. Sylvaine avait passé son cap un petit peu plus compliqué au niveau physique. Et là, je me prends une gamelle sur une espèce de plaque de lave ou une espèce de pierre hyper glissante, où là c'était trempé à cause des bidons du ravitaillement qui fuyaient. Et je me prends une gamelle, et j'avais les flasques en fait dans les mains parce que j'avais pas encore eu le temps de les ranger, et je me suis je ne savais pas à ce moment-là, mais je me suis fracturé 4 côtes. Alors c'est même pas fêlé, hein, c'était pas fissuré, j'avais des fractures. Tu fais pas les choses à moitié, tu nous l'as dit au début de l'épisode. Non, c'est là vraiment, et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit pété, mais je suis repartie du coup comme j'ai pu, en disant je vais faire abstraction. J'étais très très douloureuse, hein. J'avais un mal de chien, mais en disant je vais faire abstraction, j'ai mis les flasques dans mon carquois en fait à l'arrière, à la place de mes bâtons. Au final, j'ai porté mes bâtons, et ça a été au démarrage très compliqué. Puis après, j'ai oublié un petit peu. Sylvaine a été incroyable mentalement à me rebooster, à me faire oublier la douleur. Et puis quand même en fin de course, c'était vraiment compliqué à gérer. Donc j'avais sur moi heureusement une trousse de secours avec du Doliprane, donc j'ai géré ça comme j'ai pu. Mais il restait 45 kilomètres quand même du coup, et c'était une douleur assez vive qui a du mal à partir avec les endorphines, hein. C'est pas des douleurs musculaires, hein. Il y avait les douleurs musculaires parce qu'il y avait les muscles qui appuyaient sur les côtes, et puis il y avait la douleur de l'os, hein, avec un bon œdème osseux qui m'a quand même bien embêtée sur cette deuxième partie de course. Donc voilà, faut serrer les dents. Donc vous serrez les coudes un peu, vous aviez chacune un peu vos difficultés à des moments différents, et puis des difficultés d'ordre aussi différents. Est-ce que tu peux nous parler de la fin de nuit qui, au-delà de ces contrariétés, continue un peu sur la ligne des heures précédentes, avec à nouveau une navigation qui est un peu contrariée et incertaine? À quoi vous vous accrochez, et puis comment est-ce que se passe cette toute fin de nuit? Est-ce que vous êtes dans des bonnes dispositions? Est-ce que là, vous comptez les kilomètres qui vous séparent de la ligne d'arrivée? Eh ben, c'est vrai que là, on s'accrochait un petit peu à tout et rien. Le confort, déjà, de retrouver un confort, parce qu'on était quand même, dans des piteux états, physiquement. Moi, j'avais très envie de me brosser les dents, j'avais très envie de m'allonger sur un lit et puis de
d'avoir des soins sur mes côtes parce que ça me faisait horriblement mal. Sylvaine, elle avait des ampoules de fou et c'était très difficile à chaque pas. On avait très très faim parce que au final, les choses que moi j'avais emportées, j'arrivais pas à les manger parce que c'était très concentré et impossible de manger. Sylvaine, elle avait mangé toute sa base de ravitaillement, donc pas facile, lyophilisé. Au bout d'un moment, on avait besoin d'autre chose, donc on pensait au petit déjeuner, on pensait à rallier l'arrivée, parce que moi, il y avait aussi mon mari qui prenait le départ au petit matin, et j'avais très très envie d'être là pour son départ, parce qu'il avait été incroyablement présent tout au début tout au long de l'épreuve en fait, jusqu'à ce qu'il aille quand même dormir en vue de sa course. Donc on s'accroche un peu à tout, à rien. On essayait de continuer à se connaître l'une l'autre sans que la tension prenne le dessus. Et puis quand même arrivé à 8 kilomètres de l'arrivée, le jour se levait et là on était à nouveau à l'entrée de Paul et c'était très 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 compliqué de trouver notre chemin. Et on perdait vraiment patience parce qu'on savait que l'arrivée était proche. Et on a passé des heures encore, au moins 2 bonnes heures à trouver encore notre route. Donc 2 heures quand t'es fatigué, quand t'as vraiment plus de force et quand t'as la douleur qui fait que d'augmenter, c'est assez compliqué. Et c'est là où on a eu des petits moments d'engueulade. Bon, il fallait que ça arrive, mais en même temps, on n'avait pas prévu, de faire une course en binôme au départ, et on a composé avec. Mais ça a été une telle rencontre. Sylvaine, je pense que ça fait partie des personnes avec lesquelles tu peux prendre le départ sereine parce que elle a toujours la banane, elle est hyper sympathique, elle est solaire, elle te donne une énergie de dingue et puis elle est tellement facile. Et bon, malgré moi je pense que j'ai été vraiment agacée à la fin et puis je pense que j'ai aussi un caractère qui à un moment donné peut aussi faire que l'autre peut monter en tension et puis moi j'ai du mal un petit peu à redescendre et voilà, il y a eu un petit moment un petit peu de tension, mais alors qu'il est très vite parti. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de mal un peu à se décoller sur la suite du séjour, et on a profité, de l'arrivée à 2, main dans la main, et des soins, et d'être chouchouté, du buffet du petit déjeuner de l'hôtel. C'était grandiose, quoi. Encore une fois, on a été aux petits oignons dès qu'on a pu en finir avec cette aventure qui est pour moi l'aventure de l'année. Franchement, c'était. Mais l'autonavigation. Ça donne envie. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux. En tout cas, là, j'ai qu'une envie, c'est de partir au Cap-Vert. Là, je te le dis. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment un voyage incroyable. Je profite de ces échanges aussi pour saluer Isabelle Pocot, qui était en charge de la partie médicale de la course et que j'ai eu le plaisir de recevoir dans le 6e épisode de Course épique, et je pense qu'il a été aussi très présente. Je ne sais pas si elle t'a soulagé pour tes côtes, en tout cas pour tes pieds, ça c'est une certitude, mais je voulais aussi lui faire un petit coucou très amical. J'avais la palme des pieds les plus moches quand même, et puis en fait j'ai perdu ma palme au bout de 2-3 jours parce que ces soins étaient tellement efficaces que il y a un autre participant qui m'a devancé, mais j'ai eu longtemps la palme d'or. Et les côtes, une palme pour un pied, c'est bien ceci. Ouais. Les côtes, écoute, je suis quelqu'un qui est pas du tout on va dire je suis pas quelqu'un qui est sensible à la douleur, donc en fait mes côtes j'ai vraiment douillé après la course, mais alors jusqu'à arriver en métropole je ne savais vraiment pas que j'avais des fractures, donc il a fallu composer avec ça au retour, et que j'ai pris une petite rousse par mon médecin, mais rien de bien méchant, et j'ai pu me retaper rapidement. Donc vous avez passé la ligne d'arrivée finalement de cette course après 25 heures d'effort. Vous êtes arrivées toutes les deux premières, donc au scratch, c'est-à-dire que vous avez été gagnantes toutes catégories confondues, âge, sexe, etc. Donc avec Sissi, vous avez franchi la ligne d'arrivée main dans la main. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de franchir cette ligne d'arrivée ? Est-ce que c'est le soulagement ou est-ce que c'est la satisfaction qui prime ? Ou c'est très ambivalent, il y a un peu les deux, content que le chapitre se termine et de passer à autre chose ? Ou est-ce que c'est beaucoup de satisfaction et puis cette première place qui est quand même loin d'être anecdotique ? Alors oui, soulagée parce que les douleurs étaient quand même vraiment vives au niveau des pieds, au niveau des côtes, donc j'étais quand même soulagée de pouvoir arrêter l'effort en tout cas. Et puis alors tellement d'émotions à passer cette ligne à 2. Je pense que ça aurait été complètement différent seul. D'ailleurs, je me projetais même plus de la traverser seule. Les deux, on était dans cette optique de se soutenir coûte que coûte, et s'il fallait s'arrêter dormir parce que une était fatiguée, ou s'il fallait s'arrêter pour faire des soins, on était obstinés à finir les deux. Ce qui veut dire que tu penses pas que tu aurais pu finir seule ? Non, je pense pas.
Non, je pense pas. Et au départ, j'avais prévu de mettre entre 18 et 20 heures. Et en fait, j'aurais jamais pu finir seule. Hein. Autant c'était un temps qui correspondait un petit peu à mes capacités sur une distance et sur le dénivelé et sur ce que j'aurais pu faire avec un parcours balisé. Mais alors là, avec la navigation et mes compétences de capitaine, c'était pas le bon cap. Donc et ça m'a profondément remis en question en tout cas. Et en fait, on a été surtout émus de vivre les choses autant partagées avec c'était pas les mêmes efforts que d'habitude, c'est pas du tout les mêmes émotions, c'est beaucoup plus partagé, c'est beaucoup plus on s'est senti porté en fait en passant cette ligne. Et même si on n'était pas beaucoup au départ, même si à l'arrivée on n'est pas beaucoup non plus à être autour de l'arche, c'était très 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 fort en émotion et c'est une des plus belles et une des plus belles aventures que j'ai vécues jusqu'à présent. Qu'est-ce que ce trek il t'a révélé sur toi? Eh ben que mon obstination peut me jouer des tours. Je pense que des fois il faut savoir aussi mettre un petit peu ses plans de côté. Et puis sa frustration aussi de côté. Hein, je pense que la gestion un petit peu de la frustration, la gestion émotionnelle, j'ai encore beaucoup à apprendre et à apprendre des autres en plus. Hein, à apprendre sur moi, mais à apprendre aussi beaucoup des autres. Et Sylvaine m'a beaucoup appris parce qu'elle a une humilité incroyable et je pense que c'est surtout par rapport à ça. Et aussi j'ai appris à danser après le Cap-Verdien et les danses de là-bas, donc je pense que je suis repartie aussi avec encore plus d'envie de faire la fête et de faire la fête dans des ambiances sportives. Ça fait partie de l'aventure trek. Des à côté. À côté, ouais, tout à fait. Tu penses y revenir un jour? Ah oui, c'est certain. Et là je vois les photos de Thibaut qui est sur son projet Trail and Sea et j'ai qu'une envie en fait, c'est d'être avec lui et puis de l'aider dans ses objectifs humanitaires, mais aussi de revivre un petit peu, de revoir les personnes qu'on avait rencontrées là-bas, que ça soit les gérants des restaurants, les femmes qui étaient guides et qui nous ont fait vivre des moments incroyables et de retraverser ces paysages qui étaient juste fous. J'y retournerai. Question difficile, s'il y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de ce trek? Celle à laquelle tu viens de penser là quand je te dis ça. Eh ben, je crois que c'est la soirée, la dernière soirée. La dernière soirée qu'on a passée, on a fait un restaurant, alors Cap-Verdien, comme d'habitude, ils nous ont cuisiné. Alors je suis très fine gueule, hein, cuisiné des mets incroyables. On avait tellement faim, on a profité de ces moments de convivialité, de cette chaleur humaine, de tout ce côté festif, et derrière où en fait on pouvait plus s'arrêter de faire la fête. Et on a fini la soirée dans la rue avec des Cap-Verdiens qui partaient dans leur maison récupérer des instruments, et on a fini par danser et par chanter. Et c'est ça l'image en fait, c'était ça. C'était complètement en décalage avec une semaine en amont ce qu'on vivait en métropole, et là on se retrouvait avec 3 fois rien dans la rue, avec des habitants qui avaient la banane, qui étaient complètement ahuris de ce qu'on venait de nous faire. Et puis alors nous on avait déjà oublié un petit peu l'effort en tant que tel, mais on vivait notre aventure jusqu'au bout, et on n'avait qu'une envie, c'était de faire la fête jusqu'au bout et d'oublier un petit peu le Covid. Donc voilà. Si l'Office du tourisme du Cap-Vert cherche quelqu'un pour vanter les mérites du pays, je pense qu'ils peuvent te compter sur toi, parce que ça donne incroyablement envie. C'était dingue. Ouais. On va conclure cet épisode, Manon, avec 3 dernières questions. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi sera faite ton année 2022 ? Est-ce que tu as déjà les idées claires sur tes grands rendez-vous ? On sait qu'il y a un rendez-vous qui, je ne sais pas à quel point il était cher, mais j'imagine qu'il compte quand même. Il a été reculé à plusieurs reprises. C'est les championnats du monde de trail sur lesquels tu t'es qualifié justement au Trail des Passerelles de Monténard, dont tu parlais il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Donc il y a ces championnats du monde en Thaïlande qui sont prévus désormais au mois de novembre. Donc quelles sont les grosses courses et les gros, en tout cas, moments et temps forts qui vont émailler ton année 2022, de ce que tu en sais aujourd'hui en tout cas ?
Eh ben oui, en tout cas, le collectif, je pense que je suis en train de me rendre compte que j'ai tout autant de plaisir à partager dans le collectif que en individuel, hein, parce que le trail, ça se vit pas que tout seul dans ses baskets. Et j'ai quand même vraiment la volonté de repartager cette course, j'espère, avec l'équipe de France, parce que là, on s'était commencé à se préparer, commencé à avoir des stages ensemble, et là l'aventure un petit peu se termine en queue de poisson, mais on sait qu'il y aura des courses de sélection qui pourront en tout cas nous permettre de mettre le maillot bleu blanc rouge et puis de se retrouver. Donc je ferai tout pour pouvoir me refaire à nouveau sélectionner. Donc je pense que cette année va être une année un petit peu plus rythmée de mon côté, à travailler un petit peu plus la vitesse pour me mettre sur des formats peut-être qui sont moins mes profils, mais je vais quand même voir ce que ça donne. Donc plutôt des formats de 70, 90, 100 km max, avec peut-être un petit peu moins de dénivelé, un petit peu plus de rythme pour espérer concourir sur les championnats du monde. Et puis je vais j'ai toujours dit que je ne ferais pas l'UTMB tout de suite, mais la tentation est grande. Est-ce que c'est une annonce? Je pense que oui, non, je vais faire l'UTMB l'année prochaine, et je pense que c'est l'année où je peux en tout cas me frotter un petit peu au milieu et à me donner les moyens pour faire une belle course. Alors là, j'ai aucune prétention de quoi que ce soit au niveau du résultat. Je veux juste faire un UTMB plein, et je me serai préparée en fait avec des courses qui seront tout à fait logiques. Donc voilà, et ça va bien aussi dans la planification en préparation des championnats du monde, parce que dans l'idée, moi je voulais faire la diagonale des fous, hein, je rêve de faire cette course et de faire l'échappée belle, donc ça sera pour l'année d'après, et je pense que j'ai encore de l'expérience à endosser avant de me lancer sur cette aventure-là. Donc il y aura l'UTMB, et il y aura des courses comme le 90 du Mont Blanc, le Ventoux, et voilà, et des courses peut-être un petit peu plus de mon profil l'année suivante. À plus long terme, est-ce qu'il y a un défi sportif absolu qui te fait particulièrement envie? Est-ce que c'est ça déjà? Est-ce que c'est cette diag? La diag, déjà, ouais. Et puis après, moi, des défis off, oui, il y en a un en Corse. J'aimerais bien faire la traversée de la Corse en courant en une traite, parce que j'ai fait ça cet été. J'ai reconnu un petit peu les choses, et c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur, en tout cas, de tenter un joli chrono sur cet itinéraire qui m'est très cher. Et après, je pense qu'il y autre chose que le GR20, c'est un autre itinéraire? C'est le GR20, voilà, mais le GR20, l'ancienne version du GR20. Et puis après, je pense qu'il y aura d'autres itinéraires comme ça, un peu historique, un peu qui me, voilà, je dis pas tout parce que voilà, je veux pas dire et pas faire, donc je préfère, quand je suis sûre, je divulgue, mais voilà, j'annonce, mais je veux pas aussi qu'il y ait trop de communication et que ça mette trop de pression autour de ça. Je veux juste me faire plaisir et voir jusqu'où je peux aller, en termes de limites mentales et physiques. C'est une belle. Chaque chose en son temps. Exactement. Je veux pas brûler les étapes, parce que le capital santé est pour moi la chose la plus précieuse qu'on ait. Donc c'est important de se connaître, mais c'est aussi important de pas franchir des caps trop rapides. En parlant de préserver ce capital. Voilà, c'est ça. Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, Manon. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui incarnerait ta philosophie de vie, ton appréciation de cette belle discipline qu'est la course à pied? Oui, alors oui, j'en ai plein, mais j'en ai une en particulier, puis alors je pense que c'est très d'actualité. J'en ai une qui me caractérise complètement par rapport à ma vie, on va dire, ma vie sportive, mais on n'est pas qu'une athlète, voilà, en tant que femme, en tant que nutritionniste, et puis en tant que fille. C'est une devise de Pierre Rabhi, qui nous a malheureusement quittés, et qui est un philosophe écologiste très inspirant, je trouve. Il dit que la nature, elle offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit, et que ça émerveille l'âme, le cœur et l'esprit, et c'est exactement comme ça que je vois la vie, en fait. La vie, pour moi, c'est la nature, mais c'est aussi prendre soin de ce qu'on ingère, prendre soin de ce qu'on est, et penser ce qu'on est, et penser son alimentation, son sport, tout ce qui peut toucher, en tout cas, à la santé, au bien-être physique et mental, me
me porte particulièrement et j'essaie de le transmettre autant que possible en tout cas. Et de te l'appliquer au quotidien. Et de me l'appliquer au quotidien, c'est sûr. Mais ça rime pas, encore une fois, avec contrainte et sacrifice. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Merci beaucoup pour ce motto très philosophique et très juste. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Maintenant, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. J'aurais pu encore passer le double. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course incontestablement épique. Vous avez fait preuve d'une solidarité exemplaire. Tu le disais, c'est aussi une des belles vertus du trail. Bravo aussi pour votre détermination qui a été sans limite, parce qu'il faut quand même s'accrocher au cocotier pour tenir aussi longtemps avec autant d'incertitudes et de potentiellement d'agacement à se perdre. Donc voilà, bravo à vous de vous être ainsi dépassé et puis d'avoir tenu le cap alors que les difficultés se sont quand même succédées quasiment minute après minute. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie personnelle et évidemment avant tout, et aussi beaucoup de réussite dans la suite de tes aventures sportives. Donc on a déjà plein de jolis rendez-vous qui sont cochés sur ton agenda 2022 et sur lesquels on va te suivre avec beaucoup d'attention et d'affection, si tu me le permets. Et puis voilà, merci aussi. Et c'est la base d'avoir réussi à trouver du temps dans ton agenda qui est hyper chargé. C'est pas toi qui me l'as dit ou qui me l'a fait sentir, mais je sais très bien qu'il est extrêmement chargé. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir pu partager avec moi et avec tous nos auditeurs cette course qui n'est pas forcément très exposée, mais qui, je trouve, se devait d'être partagée et largement entendue. Donc pour toutes ces raisons, merci beaucoup Manon pour ce moment que tu as consacré à Course Épique. C'était un grand bonheur. Eh ben en tout cas merci à toi Guillaume. Tu m'as renvoyé presque un an en arrière. Et puis merci à Sylvaine pour ce partage d'aventure incroyable et au Treg d'avoir fait de cette aventure une si belle fête et une si belle réussite dans nos agendas à ce moment-là qui était bien compliqué. Je vous souhaite de le vivre à un moment donné, en tout cas dans votre vie. C'est voilà, pour de vie de coureur en tout cas, ça vaut le coup, c'est clair. Je soupçonne que tu as éveillé l'intérêt de beaucoup des auditeurs, en tout cas avec cette course. Et moi le premier, très probablement. J'espère qu'on boira des mojitos au Cap-Vert dans quelques temps, peut-être dès mai prochain ou peut-être l'année d'après. Merci encore Manon, à très bientôt. À bientôt, prends soin de toi et merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.